Il est 20 h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité. Et le premier titre ce soir, c'est la polémique qui entoure ce train chargé de déchets nucléaires qui est parti de Normandie en début d'après-midi en direction de l'Allemagne. De nombreux militants écologistes avaient prévenu qu'ils tenteraient de ralentir sa marche. Ce fut le cas à Caen vers 18 h. Le but est de bloquer ce convoi considéré très dangereux à nos yeux, tout simplement. Un calendrier toujours très chargé pour le président chinois au deuxième jour de sa visite en France. Celui-ci a pris la direction de Nice. Nouvelle signature de contrat économique aujourd'hui avec une spécificité, le transfert de technologie. Nous verrons à quoi tout cela correspond. Explication à suivre. La chasse aux faux arrêts maladie est ouverte. L'État a décidé de demander à l'assurance maladie de multiplier les contrôles. Des contrôles impromptus parfois, réclamés également par des employeurs qui mandatent, vous le verrez, des sociétés privées. Témoignage dans un instant. Ça fait 5 jours de repos, vous êtes bien reposé avec du Dafalgan. Depuis 2 jours, vous ne prenez plus de médicaments, donc pour moi, vous pouvez reprendre le travail. Vous verrez également que Paris est toujours l'une des capitales mondiales des palaces. De nouveaux hôtels de luxe ouvriront d'ailleurs leurs portes prochainement, mais ils sont presque tous caractéristiquement propriétés de capitaux étrangers. Le sport ce soir avec les images et les résultats de la Ligue Europa de football. Lille et le Paris Saint-Germain n'ont pu faire mieux que match nul hier soir. Ils restent en course pour la qualification. Et puis coup de projecteur ce soir sur les championnats du monde d'escrime qui s'ouvriront demain à Paris sous la verrière du Grand Palais. Enfin, musique avec le retour d'un chanteur qui aime toujours autant la provocation. Florent Pagny revient avec un nouvel album et son slogan « Moi non plus, je ne m'aime pas ». Rencontre à la fin de ce journal. Voilà pour les titres de l'actualité. Merci d'être avec nous. On commence donc par ce train de déchets nucléaires qui suscite la colère des associations écologistes. Un train qui est parti de Normandie à la mi-journée et qui a pris la direction de l'Allemagne. Mais ce périple pourrait finalement prendre plus de temps que prévu car les antinucléaires, qui considèrent ce convoi comme le plus radioactif de l'histoire, entendent bien ralentir sa marche. Ce fut le cas tout à l'heure, je vous le disais, à Caen. Résumé de la journée, Julien Pelletier, Michel Hiver. Un par un, les militants sont évacués par les forces de l'ordre. Plus d'une centaine d'antinucléaires français et allemands sont venus ici, à l'entrée de Caen, pour bloquer le convoi de déchets radioactifs. En début d'après-midi, 5 d'entre eux se sont attachés aux voies avec chaînes et cadenas. Ils veulent résister aux forces de l'ordre le plus longtemps possible. Le train est arrêté à 150 mètres d'eux. L'action directe non violente, la désobéissance civile est nécessaire à ce stade d'autoritarisme et de totalitarisme du nucléaire qui impose ces convois. Les gendarmes ont mis plus de 3 heures à déloger les manifestants. Le convoi n'a pu repartir qu'à 19 h. Les 14 wagons transportent 308 fûts de déchets nucléaires à destination de Gorleben en Allemagne. Pour Greenpeace, il s'agit du convoi le plus radioactif de l'histoire. Les responsables d'Areva démentent et affirment que les wagons pourraient résister à un train lancé à pleine vitesse. Ce sont de vraies forteresses roulantes, donc il y a 100 tonnes de protection pour à l'intérieur 14 tonnes de déchets. Et donc ces emballages ont été conçus pour garantir le confinement de la radioactivité, quels que soient les cas de figure, je dirais qu'ils soient en fonctionnement normal ou accidentel. Une compagnie de CRS a pris place à bord de plusieurs wagons pour assurer la sécurité du convoi. Le train est attendu demain soir en Allemagne. Alors voyons maintenant ce que contient réellement ce convoi et pourquoi ces déchets nucléaires allemands se sont retrouvés traités à La Hague en France avant de reprendre la direction de leur pays d'origine. Voici donc quelques-unes des questions que l'on pose aujourd'hui sur cette affaire. Eh bien, voici quelques réponses avec Florence Mavic et Marie Cazot. Ces images du convoi ont été filmées par Greenpeace grâce à une caméra thermique. Les taches rouge-orangées représentent les sources de chaleur émises par les déchets radioactifs emprisonnés dans les conteneurs. Nous avons mesuré jusqu'à 32 degrés Celsius à la surface, on le voit bien sur les images, ce qui signifie qu'il y a un développement de chaleur considérable à l'intérieur. Ces déchets sont des cendres vitrifiées, on les appelle déchets ultimes. D'où proviennent-ils? C'est en quelque sorte le fond des poubelles nucléaires. Le combustible usé des réacteurs des centrales a encore une valeur. L'usine de retraitement de La Hague récupère le plutonium et l'uranium. Des matières qui, une fois enrichies, produiront à nouveau de l'électricité. Mais il reste environ 4% de déchets dont on ne peut rien tirer, hautement radioactifs pendant des centaines de milliers d'années. Pourquoi ces déchets dangereux voyagent-ils ainsi? Parce que les pays qui possèdent des centrales nucléaires n'ont pas forcément leur usine de retraitement.
L'Allemagne, l'Italie ou les Pays-Bas envoient donc leurs déchets en France. Ils sont obligés ensuite de les reprendre. C'est transporté dans un emballage qui justement, lui, a été conçu pour résister à différentes agressions. Chaque année, 7000 m3 de déchets ultimes sont produits par les 143 réacteurs de l'Union européenne. Des déchets placés dans des entrepôts en attente d'un stockage définitif. Un départ de Normandie, une arrivée prévue donc à Gorleben en Allemagne. Outre-Rhin, le débat sur le nucléaire est au cœur de toutes les discussions. Le Parlement vient d'ailleurs de voter le prolongement de l'activité des 17 réacteurs installés sur le territoire. On retrouve tout de suite notre correspondant à Berlin, Arnaud Boutet. Bonsoir Arnaud. Une chose est sûre, ce convoi est bel et bien attendu également par les militants antinucléaires allemands. Oui, 30 000 manifestants face à 16 000 policiers. Ce soir, c'est en quelque sorte la veillée d'armes. Et déjà, aujourd'hui, des arbres ont été coupés et posés sur les voies ferrées. Cela, bien sûr, pour tenter de freiner le convoi. Alors, tout le monde appelle à des actions non violentes. Mais depuis ce matin, des dizaines de petits groupes établissent leur camp de base le long de la voie. Et certains envisagent de dégager le ballast une fois de plus pour freiner le train. Alors, on peut dire que l'ambiance est beaucoup plus tendue que lors des précédents convois. Parce que les manifestants estiment que rien n'a été fait pour tenter de régler le problème du stockage des déchets dans ce pays. Et ensuite, vous l'avez dit, parce que le gouvernement prolonge la durée de vie des centrales nucléaires. C'est un sujet très sensible. Une majorité d'Allemands s'oppose à cette décision. Merci Arnaud Boutet en direct de Berlin. Dans l'actualité également, le deuxième jour de la visite officielle du président chinois en France et l'agenda de Hu Jintao a été une nouvelle fois très chargé. Entretien avec le Premier ministre François Fillon, nouvelle signature de contrat ou encore une visite de courtoisie à l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Hu Jintao qui a ensuite pris la direction de Nice où il a retrouvé Nicolas Sarkozy. Retour sur cette journée marquée également par quelques actions d'opposants au régime chinois. Philippe Rochaud, Alain Dubas et nos correspondants à Nice. Une promenade des Anglais fermée à la circulation pour des raisons de sécurité, un comité d'accueil soigneusement trié sur le volet. Hu Jintao est arrivé à Nice, à l'hôtel Negresco, son lieu de résidence en début d'après-midi. C'est lui qui a choisi l'endroit. Il aspirait au calme de la Côte d'Azur, la deuxième destination touristique des Chinois. Seuls de jeunes admirateurs et les habitants du quartier avaient accès aux abords de l'hôtel. Il y a une très longue histoire entre la Chine et la France. J'en pense pas grand-chose. Si ça porte des sous, ça va, mais enfin... C'est un peu trop en grande pompe par rapport au personnage, quoi. Plus de curieux en revanche quand Nicolas Sarkozy arrive à son tour à Nice, Villa Masséna, et conduit Hu Jintao vers la foule des sympathisants. Les militants des droits de l'homme avaient été soigneusement tenus à l'écart. Oh là là, les deux présidents. Oh là là. Oh là là. Pour le président chinois, la journée avait commencé tôt ce matin, place de l'Étoile, où il est venu ranimer la flamme du soldat inconnu. Jacques Chirac, l'homme du partenariat stratégique avec la Chine, a de même rendu visite à Hu Jintao avant que le président chinois ne soit reçu par le Premier ministre François Fillon. Sur les Champs-Élysées, des militants de Reporters sans frontières ont tenté d'interpeller Hu Jintao sur le cas de Liu Xiaobo, le Nobel de la paix en prison. 5 d'entre eux ont été arrêtés. Nicolas Sarkozy, qui dîne ce soir à Nice avec le président chinois, affirme pourtant qu'aucun sujet, y compris les droits de l'homme, n'a été écarté. Il n'y a pas de tabou, notamment sur la question des droits de l'homme. La question qui se pose, est-ce qu'on a envie de faire avancer les choses ou est-ce qu'on a envie de les faire reculer? La France a envie de faire avancer les choses. Le chef de l'État a reçu l'appui du président Hu Jintao pour la présidence française du G20. Il espère rallier la Chine à sa volonté de réforme du système monétaire international. Alors nous venons d'en parler, la journée a été une nouvelle fois marquée par la signature de contrats économiques, des contrats que l'on appelle également des accords de coopération. Derrière ces signatures, en fait, bien souvent, il y a à terme de réels transferts de nos technologies, une concession pesante mais devenue quasiment incontournable. Explication Luc Bazizin et Christophe Quinck. La Chine va vite, très vite. Elle est sur les rails d'un développement à grande vitesse, un peu à l'image de ce TGV chinois construit grâce à un transfert de technologie de l'allemand Siemens. Problème, aujourd'hui ce train est devenu l'un des principaux concurrents sur les marchés étrangers, notamment américains. Autre exemple, à quelques kilomètres de Hong Kong, proche de Daya Bay, cette centrale nucléaire est en train de voir le jour, totalement inspirée par celle construite par les Français 20 ans plus tôt.
Comptons sur nos propres forces. C'est le slogan écrit en gros sur ce chantier, commencé il y a plus de 3 ans, dont 70% de la fabrication est chinoise. Et pour Monsieur Tian, ce n'est qu'un début. Nous faisons des recherches pour qu'un jour, nous puissions créer à partir de la conception française notre propre technologie. Et nous espérons l'exporter sur le marché mondial, construire des centrales nucléaires dans des pays étrangers. Pour le moment, c'est en Chine qu'Airbus vient de construire cette usine, la première hors d'Europe. D'ici sortiront à terme 4 Airbus A320 par mois. Le marché chinois est tellement appétissant et prometteur que les industriels acceptent de partager leurs procédés et leurs méthodes. Ici, 400 ouvriers chinois sont formés et se familiarisent avec l'ingénierie européenne. À terme, ils envisagent déjà de sortir leur propre avion, peut-être dès 2016. Alors, pour le patron de ADS, le seul moyen de rester indispensable, c'est de garder toujours une technologie d'avance. Il est normal qu'un pays comme la Chine, qui est devenu l'atelier du monde, ambitionne de devenir le laboratoire du monde, c'est-à-dire développer les nouvelles technologies. Eh bien, ça sera à nous d'être meilleurs en innovation, meilleurs en qualité et meilleurs en service. Pas facile quand on sait que les Chinois se sont déjà lancés dans la conquête spatiale en envoyant 3 astronautes évoluer dans l'espace à bord de leur propre fusée. Un moyen de montrer au monde que la technologie chinoise, elle aussi, peut avoir une longueur d'avance. L'actualité sociale en France avec la nouvelle journée de mobilisation demain de l'intersyndicale contre le projet de réforme des retraites. Peut-être la dernière sur ce thème car les syndicats souhaitent désormais élargir leurs revendications. C'est ce que semble confirmer le leader de la CFDT, François Chérec. On l'écoute. Sur le sujet des retraites, il faut le reconnaître, on va maintenant s'éloigner petit à petit malheureusement de ce sujet-là. Si je dis aujourd'hui on va faire reculer le président de la République qui va promulguer la loi, je crois que personne ne me croirait. Je dirais celui-là, il rêve. Non, je crois qu'on a toujours des points marqués sur le problème des retraites. Je le dis, le problème n'est pas réglé. Le gouvernement, d'ailleurs, a accepté qu'on mette dans la loi une remise à plat en 2013. Ça veut bien dire que sa réforme, elle ne règle pas le problème. Donc le problème des retraites est devant nous, on en reparlera. Ce nouvel incident maintenant en milieu scolaire, les faits se sont déroulés à Montauban. Et cette fois, c'est un couple de parents d'élèves qui a été placé en garde à vue. Une garde à vue pour des faits de violence sur le principal du collège de leur fille. Explication, Nicolas Bertrand. Le collège est le plus ancien de la ville. Un des mieux notés aussi, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Loin de la violence qui s'est abattue hier soir sur le principal. Ça se déroule ici. Et là, très clairement, ça s'envenime sérieusement, c'est-à-dire qu'on m'attrape par le col, toi tu vas voir, paf, on commence à donner des coups de pied. Enfin, moi j'ai dit appeler la police, c'est plus possible. Puis là, ça a chauffé, quoi. Ça a chauffé. Les auteurs des coups sont des parents d'élèves, un couple venu s'entretenir avec le principal de sanctions prises à l'encontre de leur fille. L'adolescente avait filmé l'agression d'une de ses camarades avec son téléphone portable, mais pas seulement. Elle a insulté gravement. J'estime que ça vaut 3 jours d'exclusion à partir de lundi, et puis vous n'avez pas à le négocier. Et la réponse de ses parents, c'est oui, vous me dites ça, mais pourquoi on irait vous croire plus vous que notre fille? Le désaccord se transforme alors en passage à tabac, coup de poing, gifle, coup de pied. Les parents ont même volé le portable du principal et menacé de filmer son agression. Maintenant, on ne peut plus punir les enfants, on n'a plus... Là, par contre, c'est un gros problème. Une punition, les parents n'acceptent pas, donc les élèves, forcément, ne peuvent pas écouter le monde adulte puisqu'ils sont soutenus par les parents. Le couple est reparti du collège menotté et a passé la nuit en garde à vue. À l'étranger, dans l'actualité, ce nouvel incident à Singapour pour la compagnie aérienne australienne Qantas. Cette fois, c'est un Boeing 747 qui a été forcé d'atterrir en urgence quelques minutes après son décollage. Selon l'un des passagers, l'un des moteurs était en flammes. Des passagers qui reconnaissent avoir vécu une grosse frayeur. Une affaire qui intervient donc 24 heures après l'incident qui a touché le moteur d'un Airbus A380 de la même compagnie. Louis Gallois, le président exécutif de ADS, a tenu à affirmer aujourd'hui que la sécurité des vols sur ce type d'appareil est, je cite, assurée. Voyons ce soir où en est l'enquête sur cette affaire. Nicolas Châteauneuf et Olivier Martinez. À l'aéroport d'Heathrow, les 4 moteurs de l'A380, capots ouverts, attendent les ingénieurs pour un contrôle technique approfondi. Passage obligé pour tous les appareils équipés du même type de réacteur que celui qui a explosé sur l'avion de la Qantas. La compagnie australienne a suspendu les vols de ces 6 appareils en attendant les résultats des premières analyses. Son PDG pointe du doigt le constructeur du moteur, le britannique Rolls-Royce.
C'est un problème qui concerne les moteurs, et ceci a été suivi par Rolls-Royce depuis leur installation sur l'avion. Nous pensons donc qu'il s'agit probablement d'une défaillance du moteur ou d'un problème de conception. Nous essayons de comprendre ce qui s'est passé, mais selon nous, la maintenance n'est pas en cause. Le PDG révèle aussi que pendant l'atterrissage, plusieurs pneus de l'A380 ont éclaté. Autre problème, le réacteur le plus proche de celui qui a explosé aurait refusé de s'arrêter après le retour de l'avion. Autant d'éléments qui vont alimenter l'enquête dirigée maintenant par les experts australiens. Les données de vol, les enregistrements ont déjà été récupérés pour analyse, mais le chef du bureau d'investigation prévient, il faudra patienter un peu. Une enquête de cette complexité peut prendre jusqu'à 1 an. Le moteur de Rolls-Royce équipe une vingtaine d'A380 de 3 compagnies différentes, Qantas, mais aussi Singapore Airlines et Lufthansa. De leur côté, les 17 exemplaires d'Air France et d'Emirates sont dotés de moteurs conçus par un autre fabricant. À l'étranger, toujours direction l'Indonésie, où une nouvelle éruption du volcan Merapi, qui est situé sur l'île de Java, a fait 70 victimes ces dernières heures. Cela fait désormais 10 jours que le mélange de gaz et de lave incandescente suscite un sentiment de fin du monde au sein de la population. Commentaire signé Dorothée Olyric. Il regarde décontenancé les nuages de cendres, ces mélanges de gaz et de lave incandescente. L'éruption du volcan Merapi a été aujourd'hui particulièrement meurtrière. Depuis le 26 octobre dernier, on compte plus de 120 morts. À 30 km à la ronde du volcan, villes et villages sont noyés sous les cendres. Ceux qui n'ont pas fui ont été piégés par la puissance de la dernière éruption. Et ce sont des cadavres brûlés que ramassent les sauveteurs dans des paysages de désolation. Dans une autre zone, les secours civils et militaires doivent déguerpir pour sauver leur propre vie, au moment où le volcan crache de nouvelles cendres brûlantes. La zone au centre de l'île de Java est très peuplée et quelques 160 000 personnes ont d'ores et déjà été évacuées vers des stades ou des écoles. Dans ces refuges, hommes, femmes et enfants arrivent choqués et couverts de cendres. Ma maison a brûlé. En un instant, le nuage de cendres a tout recouvert et l'éruption du volcan n'arrête pas depuis hier. Le volcan Merapi est l'un des plus actifs d'Indonésie et ses éruptions meurtrières arrivent tous les 4 à 5 ans. Et puis on reste à l'étranger avec ces images cette fois de l'ouragan Thomas qui s'est abattu sur Haïti, de fortes pluies et des rafales de vent qui ont fait 3 morts. La France a annoncé l'envoi d'un avion militaire sur place avec à son bord du fret humanitaire pour la population sinistrée qui vit toujours dans des camps d'hébergement. Autre information, bref, sachez qu'Al-Qaïda vient de revendiquer l'envoi de colis piégés, 2 colis en provenance du Yémen, qui, je vous le rappelle, avaient été interceptés le 29 octobre dernier en Grande-Bretagne et à Dubaï. Les explosifs étaient dissimulés dans des recharges d'encre pour imprimantes. On revient en France avec notre enquête ce soir et coup de projecteur ce vendredi sur la chasse aux abus en matière d'arrêt maladie. Le débat n'est pas nouveau. Les services de l'État avaient réclamé de la sécurité sociale une plus grande vigilance à l'égard de la fonction publique. Eh bien, vous allez voir qu'il existe également des employeurs qui n'hésitent pas à demander à des sociétés privées d'enquêter sur les arrêts maladie de certains de leurs salariés. Reportage Florence Bouquilla et Vincent Barral. Bonjour, je suis médecin et je suis envoyée par votre employeur pour une contre-visite médicale. Je peux monter? Oui, très bien. C'est un contrôle surprise au domicile d'un salarié en arrêt maladie. La sécurité sociale n'a rien à voir avec cette visite. Le docteur Bismuth travaille uniquement pour les employeurs. Dans son métier, l'homme monte des stands, il a mal au dos et son généraliste lui a prescrit 1 semaine d'arrêt de travail et des médicaments qu'il n'a pas achetés. Je prends des médicaments que j'ai ici, pour l'instant en attendant, style Doliprane, tout ça, etc. pour la douleur. D'accord, faites-moi ce que vous prenez comme médicament, monsieur. Le médecin vérifie tout. Docteur, pourquoi est-ce que vous voulez voir les médicaments? Pour voir si je soigne. Après quelques minutes, le malade est de retour. Vous cherchez quoi, les anti-inflammatoires? Anti-inflammatoires parce que ça fait mal et en fait je sais pour ma copine vous les trouvez pas? Et là je les trouve pas. Et là la boîte elle est vide, monsieur? Parce que quand on est malade, on se soigne. On achète ses médicaments. Ben oui. Imperturbable, le docteur Bismuth constate. Une boîte de Dafalgan. Vide? Oui. D'accord. L'auscultation est de pure forme, car à ce moment-là déjà, le docteur Bismuth a pris sa décision. Ça fait 5 jours de repos, hein, vous êtes bien reposé avec du Dafalgan. Depuis 2 jours, vous ne prenez plus de médicaments, donc pour moi, vous pouvez reprendre le travail. Autrement dit, le salarié doit retravailler dès le lendemain.
Bénéfice pour l'employeur, 2 jours sur un arrêt de travail prévu pour 7 jours. Cette société privée gère un fichier de 6 000 employeurs et de 3 000 médecins contrôleurs, les premiers ayant besoin des seconds pour contrôler leurs salariés en arrêt maladie. Ok, la dernière prolongation date de quand, va jusqu'à quand? Mais comment évolue la carrière d'un salarié catalogué comme fraudeur à l'arrêt de travail? Difficile de répondre à cette question. Le contrôle médical n'est pas un outil de gestion humaine, je tiens à le dire. C'est vraiment un outil qu'on utilise pour éviter que certains salariés n'abusent de leur droit à l'arrêt de travail aux dépens et au mépris de ceux qui sont présents dans l'entreprise et qui font leur travail. Mais selon les généralistes, les médecins contrôleurs ne sont pas aptes à juger de la pertinence de l'arrêt de travail d'un salarié. Les 5 ou 10 minutes ou quart d'heure qui passent avec le patient ne leur donnent pas la globalité du problème du patient. Et la globalité du problème du patient, et c'est le rôle du médecin traitant, médecin de famille et médecin généraliste, c'est d'être proche de ces patients, de connaître tout leur cursus et de savoir quelles sont leurs difficultés propres par rapport certes à leur maladie, mais par rapport aussi à leur environnement social et de travail. Seul un arrêt maladie sur 2 serait justifié selon les médecins contrôleurs, qui gagnent de 50 à 100 € à chaque visite. Il est 20h19, à suivre dans un instant. De plus en plus de palaces à Paris, mais de plus en plus de palaces propriétés de capitaux étrangers. Nous tenterons de comprendre pourquoi. Le sport avec la Ligue Europa de football, le Paris Saint-Germain et Lille ont fait match nul hier soir. Et puis les escrimeurs français vont tenter de devenir champions du monde sous la verrière du Grand Palais. Enfin, Florent Pagny chante et aime toujours la provocation. Nouvel album et nouveau slogan de l'autodérision à découvrir dans un instant. Mais avant cela, demain aura lieu à Paris une manifestation pour défendre le droit à l'avortement au sein de l'hôpital public. L'intersyndicale pointe du doigt la restructuration des services, la faiblesse du forfait payé par la sécurité sociale et le refus de plus en plus de médecins de pratiquer cet acte. Illustration de ces difficultés ce soir avec Laetitia Legendre et Héloïse Mallet. Après des semaines d'interrogation, cette jeune femme a enfin pris sa décision. Elle souhaite avorter, mais comme elle a dépassé les délais, elle doit se rendre en Hollande pour mettre fin à cette grossesse qu'elle ne désire plus. Qu'est-ce qui s'est passé que vous avez attendu jusqu'à maintenant? Vous espériez que votre ami changerait d'avis? Ça allait déjà plus trop bien avant même que je sois enceinte. Je me suis dit, je veux pas que mon enfant soit malheureux sans un père, même si moi je pourrais assumer toute seule, je le sais. J'ai pas envie que mon enfant soit malheureux et j'aimerais mieux l'avoir dans d'autres conditions. Des femmes qui partent à l'étranger, le planning familial s'attend à en voir de plus en plus. Car la situation en région parisienne se tend ces derniers mois. Des centres d'IVG ferment ou fusionnent, ce qui inquiète les associations. On peut estimer, avec les regroupements qu'il y a eu et les fermetures, environ 2000 places en moins sur Paris et la région parisienne. C'est beaucoup. C'est énorme. Parmi les centres qui ont fermé, celui de Thonon. Depuis plus d'1 an, un collectif se mobilise pour sa réouverture. En attendant, pour les femmes du quartier, c'est système D. On se débrouille. S'il n'y a pas de place sur les 2 hôpitaux publics, on sait qu'elles sont envoyées dans des cliniques privées. Dévalorisant pour certains médecins, peu rentable pour l'hôpital, l'IVG est loin d'être une priorité. Avec 3 fusions de services en l'espace de 3 ans, ce médecin fait un premier constat. En 2005, ces 3 centres réunis faisaient à peu près 2700 IVG. En 2010, la projection, c'est qu'on va en faire 2100. Donc en fait, en 5 ans, on a fait moins 700. C'est considérable. Dans un domaine où l'accès est très difficile, où les femmes ont un long délai d'attente et où il y a le problème du délai du terme légal de l'IVG, c'est considérable. Demain, des associations féministes et des syndicats appellent à une manifestation nationale afin de défendre le droit à l'avortement et dénoncer les fermetures de ces centres. Notre grand format maintenant, et nous allons prendre la direction de l'Inde où le téléphone portable est en train d'exploser. 600 millions d'Indiens en possèdent déjà un marché qui pourrait faire rêver les grandes marques occidentales. Mais apparemment, ce sont les constructeurs locaux qui ont réussi à séduire la population. Le premier enjeu, l'autonomie de la batterie. Voyons pourquoi avec Pierre Monégier et Dominique Marotel. Voici la publicité qui a su toucher des centaines de millions d'Indiens. Dans les villages, pas toujours d'électricité. Alors pour recharger son téléphone portable, il faut gagner la ville. Sauf que là aussi, les coupures sont fréquentes. Le seul qui a tout compris, c'est le voisin qui téléphone jour et nuit,
car son portable à lui a une batterie qui peut durer 1 mois. Sur le marché du portable à Delhi, l'autonomie est l'argument de vente numéro 1. La deuxième chose que les Indiens attendent d'un téléphone, c'est qu'il fasse lampe de poche. Cette torche, c'est essentiel parce qu'en Inde, il y a beaucoup de coupures de courant. Des préoccupations simples que n'ont pas su deviner les marques occidentales. Résultat, elles reculent en Inde. Moins 12% de part de marché pour Nokia, tandis que les petits constructeurs indiens, eux, ont progressé de 14% l'an dernier. Moi, je veux un portable avec 2 cartes SIM pour passer d'un opérateur à un autre. 2 opérateurs dans un même téléphone pour avoir toujours du réseau. Là aussi, une fonction de base du Made in India encore difficile à trouver chez les constructeurs étrangers. Mes clients, pour 15 €, ils veulent un téléphone qui fasse tout ça. À ce prix-là, Nokia et les autres ne peuvent pas l'offrir. Alors ils achètent indien. Les grands gagnants, les voici. Micromax, leader indien du secteur. Plus d'1 million de téléphones vendus chaque mois, soit 10% du marché. La batterie qui dure 30 jours, c'était eux. Depuis, ils poursuivent la même stratégie, coller le plus possible aux attentes des 600 millions d'Indiens qui possèdent un portable. Ça, c'est pour les jeunes urbains. Un son haute définition pour l'adolescent fan de musique. Et pour les filles, le modèle bling avec des faux diamants et un miroir de poche. Chaque mois, un nouveau modèle. Celui-ci remplace toutes vos télécommandes, télévision, lecteur DVD. Celui-là sert aussi de manette de jeux vidéo. Et les tiroirs sont pleins de nouveaux prototypes destinés au marché indien et même international. Les géants mondiaux du téléphone portable préparent leur riposte avec des produits mieux adaptés au marché du sous-continent. Mais il leur faudra faire vite car leurs concurrents indiens sont déjà bien installés dans un marché qui représente 400 000 téléphones portables vendus chaque jour. Économie toujours et l'hôtellerie de luxe à Paris se porte bien. La capitale accueillera prochainement de nouveaux palaces. Mais à chaque fois, ces hauts lieux du luxe français sont finalement financés uniquement par des capitaux étrangers. Dernier exemple en date, le Crillon, l'un des hôtels parisiens les plus prestigieux, qui était déjà la propriété d'un fonds de pension américain, serait en passe d'être cette fois vendu à un groupe saoudien. Romain Boutilly, Tatiana Daligo. Image symbole de la France victorieuse. 1998, les Bleus paradaient au balcon du Crillon. C'est l'un des palaces les plus luxueux du monde, place de la Concorde à Paris. Avec son style 18e, il incarne le bon goût à la française, le prestige. Depuis un siècle, le Crillon a vu défiler les plus grands de ce monde. L'abbé Pierre ici avec Charlie Chaplin ou encore Boris Yeltsin, l'ancien président américain Nixon ou même l'empereur du Japon, Hirohito. Détenu par un groupe américain depuis 2005, il est depuis ce matin entre les mains d'un prince saoudien. Et ce n'est pas le seul. Le George V, propriété d'un prince saoudien aussi. Le Ritz appartient au milliardaire égyptien Mohamed Al Fayed. Le Meurice, comme le Plaza Athénée, font partie d'un groupe du sultan du Brunei. Une hégémonie qui, d'après ce spécialiste, ne doit rien au hasard. Les pays émergents, qu'ils soient les pays asiatiques ou les pays arabes avec les pétrodollars, ils ont des liquidités importantes et ces liquidités, effectivement, ils sont prêts à les investir sur des secteurs qui sont peut-être moins stratégiques pour les Occidentaux, mais qui, effectivement, pourront à long terme avoir une plus-value. Et dans ce monopoly des palaces où chacun veut sa part du gâteau, il faut aussi compter avec les fonds d'investissement venus d'Asie. 4 nouveaux palaces ouvrent leurs portes cette année, 4 nouveaux entrants gérés ou détenus par des capitaux asiatiques. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un établissement sous pavillon français, c'est le Fouquet's sur les Champs-Élysées. Le sport avec tout d'abord les résultats hier soir de la Ligue Europa de football. Le Paris Saint-Germain n'a pu faire mieux que match nul 0-0 face au Borussia Dortmund au Parc des Princes. Match nul également pour Lille, 2 buts partout cette fois en déplacement à Sofia. Les 2 clubs français restent dans la course pour la qualification. L'un des événements du week-end, ce sont les championnats du monde d'escrime qui se déroulent à Paris à partir de demain. Et c'est le lieu choisi pour accueillir la compétition qui retient, vous allez le voir, l'attention. Les escrimeurs s'affronteront sous la verrière du Grand Palais. Un joli coup marketing que nous dévoilent Grégory Naboulet et David Dameda. Croiser le fer sous la nef du Grand Palais, un privilège pour les escrimeurs du monde entier. Ultime répétition avant la cérémonie d'ouverture sous le regard d'un metteur en scène un peu particulier, Nathalie Mühlhausen. L'Italienne, championne du monde à l'épée, sera sur la piste lundi pour défendre son titre, mais ce soir, elle peaufine la chorégraphie.
C'était le parfait endroit où pouvoir marier l'art avec le sport. Et l'escrime, à la base, c'est un art, avant d'être un sport. L'escrime français s'est donc offerte cette vitrine de luxe en plein Paris. Objectif, attirer la lumière sur un sport en quête de notoriété. La lumière, justement, un vrai casse-tête dans ce lieu historique. Ces grands panneaux ont été installés pour protéger les tireurs des rayons du soleil. Depuis une semaine, 200 personnes s'activent jour et nuit pour que le Grand Palais puisse accueillir les plus fines lames de la planète. 2 millions d'euros ont été investis sur le site. Les athlètes sont dans l'attente effectivement d'un lieu comme celui-ci qui a pour objet aussi de valoriser l'escrime. À l'autre bout de Paris, la compétition a déjà commencé. Le lieu est moins prestigieux. À Le Carpentier, c'est le temps des qualifications. Les matchs se font à la chaîne. Il faut gagner pour espérer briller au Grand Palais. Les Français visent 4 à 6 médailles, mais gare à la pression. Il faut un peu se renfermer sur soi-même et vraiment penser à juste ce qu'on a à faire sur la piste sans se dire on est à Paris, au Grand Palais. Demain, pour l'entrée en scène, 5000 personnes seront présentes au Grand Palais avec un seul souhait, connaître le visage des futurs champions. Musique avec la sortie du dernier album de Florent Pagny, le chanteur habitué au coup de gueule, a choisi cette fois l'autodérision sur l'affiche que vous pouvez actuellement découvrir visant à promouvoir cette soirée, cette sortie. On peut lire cette phrase qui interpelle, je cite, « Si tu ne m'aimes pas Florent Pagny, je peux te comprendre car moi-même je t'avoue que parfois j'ai envie de me filer des beignes ». Alors pourquoi ce choix? Élément de réponse avec Amira Swilem et Zilène Berkous. J'oublie au bout d'un moment comment est foutu Paris, je sais plus où je suis. Faudra bien que je m'y fasse, de ne plus me sentir à ma place. Hier encore, Florent Pagny était à Miami. Alors forcément, aujourd'hui, dans le dédale de la capitale, il est un peu perdu. Les enfants sont à l'école à Miami, moi j'ai mon activité en France et j'essaye le plus possible de me retirer en Argentine. Un Argentin d'adoption de retour en France. Nouveau CD, nouveau clip et nouvelle provocation. Si tu n'aimes pas Florent Pagny, je peux comprendre car moi-même, je t'avoue que parfois j'ai envie de me filer des beignes. Autodérision ou narcissisme avec Florent Pagny, difficile de le savoir. De toute façon, on ne peut jamais faire l'unanimité, hein. Ça serait franchement, surtout chez les Gaulois. Et à un moment, un jour ils t'aiment, le lendemain ils te détestent, je sais même pas pourquoi, ils se sont réveillés, et puis voilà, il y a eu un truc, et puis voilà, ça vire de bord. Moi je veux tout et son contraire. Tout et son contraire, un album hétéroclite, autant de styles que de collaborateurs, Calogero, Pascal Obispo ou encore Marc Lavoine. Je suis pas un vrai musicien, donc j'ai pas la facilité de composer comme ça. Et puis je suis surtout pas un auteur. Donc l'avantage que j'ai, c'est que j'ai l'impression que j'inspire assez. Donc on trouve souvent des choses à me faire dire, et je m'y retrouve bien dans ce qu'on me propose. Je voulais te jeter des fleurs, t'emmener faire un tour ailleurs. Après un mois de promotion et de concerts, Florent Pagny retrouvera Miami la sulfureuse, puis la paisible Patagonie. Tout est décidément son contraire. Et puis la suite des prix littéraires avec le prix France Télévisions 2010 qui a été décerné et remis aujourd'hui à Jérôme Ferrari pour son dernier roman intitulé « Où j'ai laissé mon âme », roman sur fond de guerre d'Algérie aux éditions Actes Sud. Avant de se quitter, tout d'abord ce rappel quotidien. Nos confrères de France 3, Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier, sont toujours retenus en otage en Afghanistan, ainsi que leurs 3 accompagnateurs. Et cela fait maintenant 311 jours. Nous ne les oublions pas. Et puis je vous rappelle l'une des informations de ce vendredi, c'est la tension bien sûr qui entoure le convoi de déchets nucléaires qui a quitté la Normandie à la mi-journée et qui a pris la direction de l'Allemagne. Un convoi déjà interrompu en fin d'après-midi à Caen par les militants antinucléaires. Et on retrouve justement tout de suite sur place Romuald Bonan. Bonsoir Romuald, alors le train est reparti mais il pourrait bien être à nouveau stoppé dans sa route vers l'Allemagne. Alors c'est très difficile de le dire Laurent puisque la route est longue, plus de 1000 km à parcourir et le premier blocage à Caen ici juste derrière moi a pris tout le monde par surprise, même l'hélicoptère chargé de la surveillance aérienne du convoi n'a rien vu venir. Du coup le préfet du Calvados a dû déployer en urgence des forces policières supplémentaires en plus des 80 CRS qui se trouvent à bord du convoi pour le sécuriser. Et donc 100 km seulement parcourus cet après-midi, 3 heures de retard, direction maintenant Amiens, Arras
Nancy et puis Strasbourg. Une route sous très haute surveillance, je peux vous le garantir. Ensuite, la frontière allemande et puis la destination finale, Gerleben, dans le nord-est de l'Allemagne. Outre-Rhin, là où les difficultés risquent de prendre une nouvelle ampleur puisque des milliers de manifestants anti-nucléaires sont attendus et ont promis de s'enchaîner sur les voies. Merci beaucoup Romuald Bonan. Voilà pour l'actualité de ce début de week-end. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo, Tania Young. 20h35, le 3e jour, un téléfilm policier inédit. 23h15, semaine critique, Franz-Olivier Gisbert. Demain matin, ne manquez pas, dès 9h30, le numéro spécial de Thé ou Café. Catherine Sellac vous proposera une rencontre exceptionnelle avec Barbara Hendricks en Éthiopie. Quant à moi, je vous retrouve à partir de 13h pour l'information et pour votre magazine 13h15. Belle soirée à vous. Et à demain.